Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1183 de One Piece les amis. Je me gratte les veines depuis hier, j'ai passé une super journée avec mes amis et le chapitre est sorti. Et mon pote qui lit aussi One Piece dans mon groupe a lu le chapitre et moi je me grattais les veines parce que je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas vous trahir, je ne pouvais pas ne pas faire cette réaction live, c'était hors de question. Donc enfin je vais pouvoir lire le chapitre et je suis grave content. Petit coucou à Dims qui lurk sur le zap Astrub et qui sera sûrement en train d'écouter la vidéo à côté. Petit clin d'œil. Les amis, on a la couverture du Jump du coup. Du weekly avec tout simplement Luffy qui est en collaboration, en fait One Piece est en collaboration avec l'équipe nationale du Japon pour la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, je crois qu'il y a 2-3 trucs qui vont arriver avec One Piece par rapport à cela. Donc je trouve ça cool, c'est bien, c'est la Coupe du Monde, c'est un moyen de soutenir leur pays, donc c'est chouette. C'est chouette. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus quoi, hormis le fait que je crois que le maillot du Japon est vraiment joli pour cette Coupe du Monde, voilà, c'est tout. Tout ce que je peux dire. On a un petit color spread de Oda. Bon. Qu'est-ce que c'est? On voit le Sunny en bas, une petite île. On voit un éléphant rose, un gros éléphant rose. Et les Mugi qui sont sur une île céleste avec un petit éléphanto. Ouais. Alors par contre, il y a... Ah si, il y a Usopp. Ok, il y a Usopp. Ok. Bah ouais, ok, cool. Cool. C'est pas mon préféré pour être honnête, voilà. Pour être honnête, c'est pas mon préféré. Ah mais non, en fait j'ai compris, pardon. C'est pas une île céleste, c'est l'éléphant qui en fait recrache de l'eau avec sa trompe. Et eux ils sont propulsés par le jet d'eau. Ok, j'en arrive à analyser les color spread, on en est là. Ok, bon, allons-y. Oh là, on retrouve Imu les amis. Loki contre Imu, le combat acharné continue. Ragnir, tu attendais le moment parfait pour te venger de Mu, hein? N'est-ce pas? Chapitre 1183 Good Morning Gyo. Le titre est un jeu de mots entre Good Morning et Sirène. Oh! Donc là on a Ragnir qui fait... Qu'est-ce que tu baragouines? Je n'ai jamais vu un type aussi robuste. Loki, Luffy au chapeau de paille. Vous ne deviendrez jamais des soldats de Mu. Mu va donc vous faire disparaître ici et maintenant. Ok. Tout comme Dozan. Dozan? Tout comme Dozan? Ragnajin. Ok. Hey! Gram! Ok. Village de l'Ouest. Donc, ok, on a des échanges entre Loki et Imu. Récupérer les enfants. Putain, c'est vrai qu'on a Zaza. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en fait, Imu? Ok. Attaque classique, quoi. Ok. Donc là, on voit les enfants. Waouh, les enfants qui sont pris dans l'eau. Comme si on allait vous laisser les emmener. Alors qu'on vient juste de les sauver. On ne vous laissera pas, les enfants. Attendez un peu. Ne bougez surtout pas. La transfusion sanguine n'est pas terminée. Si vous bougez, vous allez y rester. Mais on s'en fiche de nos vies. On préfère plutôt mourir que de se faire enlever nos enfants. Ouah, kia! À l'aide! Cette mioche, ma foi, ça fera l'affaire. On y va, Zaza. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'avais vu juste! J'avais vu juste, les gars. Gunko a pas été libéré, j'avais vu juste. Bah oui, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Alors, ceci étant dit, on peut voir qu'il y a des traces sur la glace, donc ça a marqué la glace, mais ça l'a pas... C'est très bien. Très bien. J'aurais pas apprécié que ça ait brisé la glace. Je l'avais dit lorsque j'avais analysé la technique mou sur la glace. Alors, Brook. Ok, donc là c'est Gunko. Brook, pourquoi es-tu allé te battre contre cette femme? Ah non, pardon. Donc là on voit Gunko. Je pensais que c'était Gunko qui pensait, mais pas du tout. C'est Jinbei qui parle avec Brook. Pourquoi es-tu allé te battre contre cette femme? Ah, c'est Usopp, pardon. Je me suis dit que ça n'allait pas être une mince affaire. Alors j'ai foncé dans le tas pour te rejoindre. Dis, tu la connais, Brook? C'est genre une ennemie de ta première vie? Ok, en fait, il parle en étant à terre et en train de récupérer. Ok. Ce n'est pas une ennemie, mais c'est une personne dont je ne voulais jamais revoir le visage. Hein?
Ça n'aurait jamais dû arriver, je suis confus. Si c'est vraiment elle, alors elle devrait avoir dans les 77 ans aujourd'hui. Quoi? Non, c'est sûrement quelqu'un d'autre alors. En plus, c'est une dragon céleste. À l'époque, c'était la princesse de ma patrie. Et je l'ai perdue de vue quand elle est partie pour la Terre Sainte. Hein? Brooke! La fille est encore congelée! Je ne sais pas trop si elle est morte ou pas, mais j'imagine que c'est bien comme ça, non? Quoi qu'il en soit, cette personne qui ressemble à quelqu'un que tu connais est une dragon céleste. Et elle est venue attaquer cette île. Cette réalité ne change pas. Je sais bien, mais... La personne qui a relâché nos liens tout à l'heure, c'était elle. Hein? Enfin libre! Super, on est libre. C'est sûrement grâce à ma télékinésie. Pourquoi elle aurait fait une telle chose? Fuis, Brooke. Je me suis demandé comment elle pouvait me connaître. Puis elle s'est retransformée en une espèce de démon. Entre sa première personnalité et sa personnalité qui nous a sauvés, puis cette apparence de démon, c'est comme s'il y avait 3 personnes dans le même corps. Tu voudrais dire que cette femme est manipulée? À vrai dire, je n'ai jamais envisagé une telle chose à l'époque, mais le fait d'avoir assisté aujourd'hui à la démonification d'un être humain, ça me trouble profondément. Dis, Brooke, je suis navré, mais on doit décider de si on laisse cette fille en vie ou pas. Sinon, on sera dans une impasse. Bien, j'aime beaucoup toutes ces... C'est très calme comme chapitre, mais j'aime bien, j'aime bien. C'était il y a si longtemps. Elle n'était encore qu'une enfant, moi-même j'étais encore jeune. Dans un royaume qui n'existe plus aujourd'hui. Esperia. C'était un pays à la riche culture musicale, rempli d'ateliers de fabrication d'instruments. Oh damn, on a le flashback de Brooke! Il y a 70 ans, West Blue, 4h du matin. Jan Jaka Jaka. 1, 2, 3, 4. On se réveille, good morning yo, c'est le début d'un nouveau monde, tant de mers à découvrir, j'aimerais bien rencontrer une, good morning yo. Bonjour Esperia, fini d'attendre que le vent tourne, aujourd'hui encore on met les voiles, baby, les ruelles des bas-fonds. Mais il nous emmerde là, je suis encore bourré, putain mais ta gueule. Bonjour Brooke. Le port, la reine. Oh, il était beau elle était belle l'île avec cette grande harpe en... J'aimerais bien rencontrer une sirène bien sexy. Elle pourrait me voler mon âme, ce serait une bad indigo. Mais tu vas la fermer, Brooke. Ah ah, Brooke. Virez-le de la garde. Mais comme on ramène un flingue. Voici le pays des musiciens. Le royaume d'Esperia. Palais royal d'Esperia, caserne. Hé, capitaine, apprenez-nous le song slash. Oh là 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 là, du coup, oh là là, c'est génial. Il ne fait que s'occuper de la princesse Shuri. C'est vraiment frustrant. J'espère qu'il lui apprend les bases au lieu de la faire rêver. Allons-y, je me demande ce qu'on va manger ce soir. Ouais, j'ai le ventre qui gargouille. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum, the bigs, les vagues dansent et je chevauche les faux grés du vent. Alors je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Il est trop classe, il est trop beau. On a bien travaillé aujourd'hui. Tu crois que je suis devenue plus forte comme maman? Comme maman? But who is your mother? Who is your mother, Shuri? Royaume d'Esperia, capitaine de l'unité d'assaut de la garde royale. Brooke, 20 ans. Oh là là, il est trop cool, il est trop cool. Shuri, 7 ans. Il est trop cool. Il est trop cool. Donc, du coup, Brooke, ouais, à 90. Oh, elle a un œil. Elle a des yeux particuliers, vous avez vu? Je viens de le voir. Ah. Votre mère est très forte, c'est vrai. Ah, Dame Candle, ma star. C'est pas bien de tomber amoureux d'une femme mariée, Brooke. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'amour, c'est la liberté. C'est surtout la peine de mort pour conspiration. Royaume d'Esperia, roi Louvain. C'est une sacrée peine. Ouais, frérot, votre majesté.
Papa! C'est un prince, Brooke. Tu serais pas en train de préparer mon assassinat par hasard? Mais non, jamais de la vie. Je vais attendre sagement que vous mouriez de vieillesse. Tu vois, Brooke, tu ferais mieux de renoncer à maman. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il est pas beau ce roi par contre. Hein. Désolé, En échange, je veux bien me marier avec toi quand je serai grande. Attends, non mais alors du coup... Alors soit là, c'est une enfant qui est totalement naïve comme il y en a 10 000 et ça arrive plein de fois. Soit le côté frérot de Brooke, c'est un côté familier mais c'est pas son vrai. Eh hey, Chouri, c'est le genre de phrase mignonne qu'on dit à son papa normalement. Ah bah voilà, exactement, tu vois. Je ne veux pas d'une épouse qui a de la mort au nez. Toi, tu oses rejeter ma fille devant moi? Je suis un homme fidèle, vous savez. Votre Majesté, désolé de vous interrompre en ce moment très convivial. Une unité de cavalerie de gangsters se dirige du port vers la ville. Des soldats de la garde ne sont pas loin, mais ils sont en sous-nombre et ne feront pas le poids. Nous avons envoyé des renforts depuis le château, mais ils n'arriveront sûrement pas à temps. Port, Opéra, Palais Royal. Quel est leur objectif? Ils scandent le nom de Dame Candle, qui est actuellement en ville pour assister à un opéra. Oh. Quoi? Ne me dis pas que c'est la famille Mouron. Si, exactement. Ces ordures en ont après elle depuis un bail. Et quand est-ce qu'ils ont débarqué? Contactez Candle et dites-lui de ne surtout pas quitter l'opéra. Les escargophones de l'opéra sont silencieux. Quoi? Brooke, fais quelque chose. Maman va se faire enlever. La famille Mouron? C'est étrange. Je les ai justement croisés au port ce matin. Rue de l'Opéra. Don. Ah, la cavalerie des gangsters. Est-ce que c'est les ancêtres de Gang BG? Opéra. Ah, c'était une pièce magnifique. Allez, ramène-toi, Candel. Le parrain Mouron a ordonné de tirer si tu refuses de coopérer. C'est aujourd'hui qu'on règle cette histoire. Tu vas être forcé d'aimer notre parrain, Candel. Et dites à la reine de ne pas sortir. Pouf. Abattu sans sommation. Brooke. Écoutez, votre majesté, tout va bien se passer de toute façon. La reine est très forte. Elle ne se fera pas capturer. Et puis, c'est affligeant de voir à quel point ils n'ont rien remarqué quand je les ai croisés ce matin. Ils ne le savent pas encore, mais... ils sont déjà morts. Hein? Oh là 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 là, mais Brooke, incroyable! Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Ne me dites pas que ces types avaient déjà été tranchés. Alors ça veut dire que... c'est la technique du capitaine Brooke. C'est son song slash. Maître Brooke, il est trop classe. La reine est sortie. Oh, elle est magnifique. Il y a 70 ans de cela, dans le royaume d'Hesperia, il existait 2 stars. L'une d'elles était l'ancienne commandante de la garde et l'actuelle reine du royaume, Candel. L'autre, bien que sa musique fût impopulaire, tranchait ses ennemis sans même qu'ils puissent s'en rendre compte. Le prodige du song slash et capitaine de l'unité d'assaut, Brooke le fredonneur. Fufu, c'est bien animé par ici. Les jeunes jours de Brooke. À cette époque, le pays était en paix. Fin du chapitre. Ok, donc c'est un chapitre qui va pas plaire à tout le monde. Je le vois déjà, il y a des gens qui veulent pas qu'on sorte de Imoud, machin à tout. Je sens qu'il y en a qui vont pas kiffer. Mais désolé, personnellement, moi je kiffe. C'est pas le plus grand des chapitres, hein. Mais les gars, c'est trop cool. On a Brooke quand il était encore pas un squelette, on a son flashback, c'est trop cool. Alors je vous comprends, j'espère pas un flashback trop long. Maintenant, faut pas oublier que c'est un flashback qui va construire Brooke, qui va construire vraiment un pays qui a disparu, qui va construire une culture qui a donc s'est éteinte, et qui va peut-être construire sûrement Gunko. Donc on est sur quelque chose qui en fait, là c'est de la construction. Et en fait je suis plutôt...
moi j'aime bien en fait ce genre de chapitre. Alors forcément, on est tellement dans une tension perpétuelle avec Imu depuis qu'il est là que ça dénote. Mais moi ça me dérange pas. Les amis, en attendant, on va passer au côté analyse. Merci à tous ceux qui sont restés pour la réaction live. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, le petit pouce bleu, les commentaires, s'il vous plaît, merci. De booster la vidéo si vous êtes sur téléphone. Et puis nous, on va passer à la partie analyse. Alors, on reprend le chapitre tout simplement avec Imu et Ragnir qui se parlent. Avec Imu tout simplement qui estime que Ragnir depuis un certain moment attendait pour pouvoir se venger de lui. Donc Ragnir a une raison d'en vouloir à Imu. Ce qui pourrait vouloir dire que, souvenez-vous, dans les infos qu'on a, Ragnir accompagnait l'ancien dieu guerrier de Elbaf. Donc est-ce que Ragnir en veut à Imu parce que Imu aurait tué le dieu de la guerre d'Elbaf? On peut peut-être s'imaginer ça hein, pour avoir une rancune entre les deux. Derrière, bah forcément, c'est assez drôle de voir Loki qui s'exclame du fait qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi robuste que Imu. Bah c'est Imu quoi. Voilà, c'est Imu quoi. Forcément il est robuste. Sachant que ce qui pourrait être intéressant, c'est que pour l'instant, j'y avais jamais vraiment pensé les gars. Mais en fait, quand tu vois en fait, je me dis, comme il y a un dieu de la science dans les doyens, et qui était anciennement Saturne, rien n'empêche que Imu ait des modifications même corporelles, tu vois. Un peu à la cyborg en fait, et qu'on n'y pense pas ou quoi, mais qui expliquerait peut-être encore un peu plus ses résistances, même si forcément, bah, moi vous vous en doutez, vu que je pars du principe que là on a devant nous un Zoan éveillé, qui serait le Zoan du démon, mythique du démon. Je pense que c'est normal en fait qu'il soit aussi robuste, c'est parce que ben, on le sait, les Zoan c'est les fruits qui apportent le plus de robustesse et d'endurance. Donc c'est cool. Derrière, forcément la phrase qui est cool, qui fait kiffer, c'est le fait que Imu exclame à haute voix que ce soit Loki ou Luffy, ben, elle peut pas les soumettre, elle peut pas les dominer. Et que donc, par extension, si elle peut pas les dominer, si elle peut pas les mettre dans l'entonnoir, tu sais, dans son... Si elle peut pas les mettre dans son cadre, il faut qu'elle les élimine. Mais là où moi je m'étonne, c'est le fait que Oda nous apporte un prénom. En fait, Oda apporte un personnage qui ne s'est pas soumis à Mu, et c'est Dozan. Donc Dozan, forcément... Le premier truc qu'on peut penser, c'est Dozan, ça commence par un D. Est-ce que c'est le D originel, tu vois? Est-ce que quand, du coup, une famille initiée et a ajouté le D à son nom et prénom, ça voudrait dire qu'elle s'aspire à suivre la volonté de ce Dozan? J'en sais rien. C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu un personnage qui s'appelle Dozan, qui lui aussi, on ne peut pas savoir quelle époque, c'est juste qu'il existe. On sait pas est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, on sait juste, voilà, il y a eu une personne dans l'univers de One Piece qui s'appelle Dozan et qui ne s'est pas soumis à Imu et qui ne pouvait pas, en tout cas, être dominé par Imu. Ok? Ça, c'est le seul truc avec ce chapitre qu'on peut dire. Le reste, c'est pure spéculation. Ok, moi, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui... Alors, à part si vraiment on se dit... Le prénom commence par un D, du coup, c'est le mec qui est à l'origine d'Idi. Ce qui ne serait pas choquant. Pourquoi? Parce que Oda build la fin de l'œuvre. On le sent, on a beaucoup de révélations, que ce soit God Valley, sur Shebek, sur Imu. Là, on a le flashback de Brook, on a le Alley, on a beaucoup de choses. Alors, il faut vraiment pas sous-estimer à quel point Oda nous a donné des choses dans cet arc, ou même Zaza d'ailleurs qui est au niveau de cette page, de cette double page. Donc il y a de fortes chances que Dozan soit quelqu'un d'une ancienne époque et qui soit plus de ce monde. Maintenant, on pourrait même imaginer que c'est... Alors, encore une fois, c'est que de la spéculation, comme je vous ai dit avec le dit. Ça ne me choquerait pas que des gens puissent s'imaginer
que Dozan c'est le prénom de Joy Boy, étant donné que Joy Boy c'est un titre. C'est pas un prénom. C'est comme chapeau de paille pour Luffy en fait. À mes yeux en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et en fait on pourrait imaginer que Dozan c'est en fait le prénom de Joy Boy qu'aurait connu Imu. Et pourquoi elle ferait le lien avec lui? Bah, tout simplement parce que souvenez-vous à Egghead, on a vu que le Haki des rois de Joy Boy pouvait contrecarrer Imu. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on peut supputer que Joy Boy est lui aussi quelqu'un qui ne pouvait pas être soumis à Imu. Maintenant, je le répète et je mets des gros guillemets avec ça les gars, moi je vous le dis, c'est des spéculations, on ne peut pas le dire à 100% c'est ça. Ne commencez pas, ça c'est un truc qui m'énerve dans les analyses de manga, c'est que quand on n'a pas toutes les infos, on ne peut pas l'affirmer. Voilà, et si on le fait, ben on ne peut pas s'en plaindre si ce n'est pas ça. Parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui le font, c'est-à-dire ils émettent une théorie qui fait 10 km en disant mais si les gars avec Kurna là c'est sûr c'est ça, et quand Oda il fait pas ça après il pète un boulon. Les gars non, faut doser. Donc le seul truc qu'on peut être sûr les amis avant qu'on ouvre le flashback de Brook, c'est finalement que ce Dozan c'est une personne que Imu ne pouvait pas soumettre. Donc que Oda vient d'apporter le prénom d'une personne qui était exceptionnellement à part des autres personnes dans le monde qui est One Piece. Donc c'est super intéressant. Quand est-ce qu'il va nous dévoiler qui c'était? Je pense que bientôt. Je pense que de toute façon, tant qu'Imu est là et que Imu n'est pas rappelé à la Terre Sainte, étant donné qu'on a quand même... On sait quand même deux choses. C'est que Louis Arnaud nous disait que le temps passe un peu différemment sur l'île de ce qu'il avait l'air de dire. Et surtout que les Chevaliers d'Hiver, les Doyens, ont l'air d'avoir mis une sorte de chrono sur le temps que peut passer Imu sur Terre. Sur la Terre ferme. On peut imaginer que ça va aller plus vite qu'on ne le pense sans retour à Marijois. Néanmoins, pour moi, c'est inimaginable qu'il n'y ait pas à la sortie du flashback de Brook des échanges avec Luffy en Gear 5 qu'on ait un peu des têtes d'Imu qui est un peu qui revoit Nika, que peut-être des souvenirs à lui. Je pense que ça pourrait être très intéressant. J'adorerais que ça soit ça. Peut-être qu'Oda ne fera pas ça, hein, mais moi je trouverais ça hyper cool de voir un Luffy arriver en Gear 5 en train de se marrer au rythme des tambours, tu sais, des toudoum. Et Imu, tu sais, qui a des petites cases de flashback, même pas forcément tout un chapitre de flashback, mais juste des cases où on voit Imu s'en souvenir, tu vois, je trouverais ça excellent. Donc, outre ça et ce Dozen, on a un échange d'attaque. On a un échange d'attaque avec Imu et Loki, c'est toujours aussi classe, en animé ça va être excellent. Note du tracteur, épée de la colère dans la mythologie nordique. Sigurd utilise son épée Gram pour terrasser le dragon Fafnir. Ok, donc c'est cool, l'attaque d'Imu est nommée et donc Oda fait une référence encore à des mythologies de notre existence réelle, donc comme d'habitude on le connaît, Oda il fait toujours ça. Derrière on retrouve Zaza qui est toujours aussi magnifique, hein, ce MMA c'est vraiment... Alors autant les autres MMA, dégueulasse. Ils étaient... Bon, mais en fait c'est ça qui est génial, c'est que comme c'était des MMA d'enfants, et ben ils étaient, tu vois, c'était des dessins d'enfance, c'était enfantin, tu vois, t'avais un peu ce côté enfantin. Alors que là, c'est le MMA de Killigam qui est mature, qui doit se chier dessus à l'idée de si un jour il doit la croiser. Et c'est exceptionnel quoi, Zaza, ça en animé, mais ça va être magnifique, ça, je suis désolé. Alors, c'est très beau de voir toutes ces femmes, alors il y a aussi des garçons, mais vraiment de voir ces figures maternelles s'opposer à Zaza, je trouve ça, c'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est, Oda, je trouve, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il a un point fort en tout cas avec One Piece, c'est que souvent, qu'on le veuille ou non, les mamans, ils les écrivent vraiment très très bien, quoi. On en a eu encore la preuve à Elbaf avec mince, la maman de Ashwoodin, je sais plus son nom, vous m'excuserez, je sais plus son prénom. Et là, je trouve ça super de voir Ripley et tout. En fait, au départ, on pourrait se dire, oh, let's go, elles vont essayer de défendre les enfants, sauf que non, en fait, t'as Chopper qui te met un cadre de, les gars, vous avez pas fini votre transfusion,
Alors, effectivement, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais on est dans One Piece, il a beau dire ça, ça va pas arriver et tout. Moi, je pense que c'est surtout là pour montrer la dévotion des mamans aux enfants, quoi. À quel point c'est à quel point les parents doivent être dévoués à leurs enfants et prendre soin d'eux et tout, et que malheureusement, il y a des enfants qui ont pas des parents top top. On le voit, hein, t'as qu'à voir les centres d'adoption, le nombre d'enfants qu'il y a. Parfois, c'est malheureusement parce que c'est pas de chance, mais des fois, c'est parce que les parents sont des inconscients qui devraient tout juste pas pouvoir être parents, quoi. Et les enfants n'ont pas à souffrir de ça, et du coup je trouve ça trop cool la construction d'Oda par rapport à ça, quoi. Tu sens que franchement il dépeint les parents pour être dévoué aux enfants, et c'est trop cool, quoi. Et cette case, vraiment cette case centrale avec Ripley, avec une immense épée à la main, une immense épée à deux mains à la main, face à cette Zaza qui est immense, qui fait, enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Et quand j'entends dire des gens que Oda ne sait plus dessiner, on souffle. Comment ça, monsieur Oda ne sait plus dessiner, bordel de merde? Comment ça, ce mec ne sait plus dessiner? Mais vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades, voilà. Bon, et Sanji qui se dirige toujours vers elle, en tout cas vers Zaza, donc c'est cool. Parce que ça suppose, comme je le disais, que Sanji va sûrement se confronter à Zaza. Derrière, on voit, alors ça je suis trop cool, la glace de Gunko, de Ragnir sur Gunko, n'a pas fondu, n'a pas été détruite avec l'attaque d'Imu. Cependant, je suis très content parce que dans l'analyse du chapitre où Imu attaquait la glace de Gunko, je l'avais dit tout de suite que ça ne fera rien, sinon ça serait complètement con. Non, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression néanmoins qu'il a pu la craqueler, la glace. Et que dans le dessin, Oda nous montre, a bien fait en sorte qu'on puisse voir qu'il y a des craquelures. Est-ce que ça veut dire que si Gunko, repossédé par Imu ou quoi que ce soit, et dégage du Haki des Rois, ça pourrait péter la glace? Et donc, en gros, pour avoir détruit la glace de Ragnir, il aurait fallu une attaque du monde Imu, et en plus une déflagration d'Haki des Rois venue de l'intérieur, tu vois. Là, je serais en mode, ok, pourquoi pas, tu vois, machin. Même le fait que, si vraiment le dessin, il faut le prendre comme ça, que Imu, avec une attaque comme ça, parce qu'il faut se rappeler que c'est en volant, hein, il s'est pas arrêté pour taper le truc, hein, il était sur son chemin, il a vu Gunko, il a tiré un coup, puis il a continué sa route. Si il a vraiment craquelé la glace éternelle de Ragnir, ça reste quand même stylé. Mais moi je suis content, il ne fallait pas qu'elle fonde cette glace. Derrière, eh ben, on a tout simplement la discussion entre Brook et Usopp qui se sont réveillés de leur passe d'armes avec Imu. Qui néanmoins, je peux entendre que des gens pourraient dire putain, ils étaient face à Gunko possédé par Imu et on les voit au sol, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses répercussions, machin. Il est vrai, je vais le dire, moi j'aimerais bien parfois que on puisse avoir peur pour l'intégrité des Mugiwara. Je m'explique. La seule fois où on a vu l'intégrité des Mugiwara changer, c'était Zoro et son œil. Voilà. C'est après les 2 ans, il revient des 2 ans avec Mihawk, il a un œil qui est balafré. C'est la seule chose. Alors que je trouve que ça serait stylé et ça serait pas déconnant. Eh ben, tu vois, de voir, je sais pas. Prenons l'exemple de Usopp. Usopp s'est vraiment confronté, parce que Brook c'est déjà un squelette, mais Usopp qui est encore dans un corps humain, s'est confronté à quelqu'un d'extrêmement plus puissant que lui. Qu'on le veuille ou non, Gunko lorsqu'elle est possédée par Imu, alors bien sûr c'est pas Imu, mais elle reste quand même plus puissante qu'Usopp. Ça me fait chier que Usopp il ait juste des égratignures. Ça m'emmerde. J'aimerais bien que des fois Oda fasse mal au Monkey. Alors dit comme ça, vous allez dire, ouais, putain, je sais pas que c'est bizarre. En fait c'est juste que des fois, il faut pas avoir peur que tes persos prennent cher, quoi, tu vois. Parce que ça permet de créer de la tension. Et ça, c'est ce que reprochent parfois des gens. Alors ceux qui disent qu'il n'y a jamais mort dans One Piece, vous savez juste pas lire One Piece, vous le lisez avec votre cul, vous comprenez rien. Ça, on peut plus rien pour vous. On peut plus rien pour vous. Néanmoins, ceux qui disent, putain, parfois, ça manque de tension, parce que les Mugi, on sait qu'il leur arrivera jamais rien. Bah, c'est un peu vrai, quoi. C'est un peu vrai, et moi, je trouve ça dommage, parce qu'un Usopp contre Gunko...
t'aurais pu tout simplement lui faire perdre, je sais pas, un avant-bras, tu vois. Et là, d'un coup, tu te dis, waouh, bordel, il a perdu son avant-bras, merde. Alors bien sûr, tout comme les doigts de Gerd, on aurait pu se dire, non, mais s'il arrive à trouver Chopper, il va pouvoir lui faire une opération tellement il est exceptionnel en médecine et tout. Mais ce qui pourrait être cool, c'est de voir des répercussions. Ah, mais j'ai perdu mon bras parce que je suis un grand guerrier des mers et j'ai combattu un grand adversaire. J'étais pas assez fort. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai perdu mon bras. Mais derrière, t'as des gens qui peuvent l'aider. Parce que des gens qui sont capables de créer des choses technologiques, un nouvel avant-bras, bah t'as littéralement Lilith avec eux, t'as littéralement Frankie, et tu vois, et tu construis, et ça pourrait être cool, tu vois. Enfin bref, je pense à ça parce qu'ils m'ont l'air bien chill à parler de ça. Et derrière, bah, tout simplement, Brooke il va commencer à expliquer qui est Gonko, pourquoi ça l'étonne qu'elle soit là, c'est la princesse de sa patrie, elle est partie en Terre Sainte, qu'elle devrait avoir 77 ans vu que lui il en a 90. Frankie qui lui dit elle est toujours congelée, et en fait c'est très cool parce que c'est le côté il faut qu'on statue sur Brooke, t'as un souci avec cette personne, il y a un truc qui te perturbe, sauf que là on n'est plus en situation de pouvoir prendre des pincettes, on est dans une situation critique, donc il faut statuer sur qui elle est-ce qu'on la considère comme une ennemie ou pas, et c'est là où c'est tout le côté tourmenté de la situation, c'est que Brooke raconte le fait que si on est libre, c'est parce que Gunko elle-même les a libérés. Et qu'il a très clairement vu 3 facettes de personnalité en elle. C'est-à-dire la facette qui a été réveillée par ses souvenirs, qui est tout simplement Shuri elle-même, la princesse qu'a connue Brooke. Gunko, la servante de Himu, qui est formatée pour être sa servante et une dragon céleste. Et Gunko possédé par Himu. Et donc là, tout est bien parce que ça pourrait être déchirant de voir Gunko à la fin partir parce qu'elle ne peut juste, la princesse Shilou, ne pas pouvoir revenir à elle parce qu'elle est trop possédée depuis trop longtemps par Himu. C'est en plus terrifiant parce que quand on voit comment Saturne a fini avec elle lorsqu'elle dissu Himu et qu'il a juste désintégré sur place, voilà. En fait, quand on se dit qu'elle aurait 77 ans normalement, et bien forcément, tac 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 tac, on y pense, elle a pas une apparence de quelqu'un de 77 ans là les gars. Et donc si Himu lui rend son âge, tu peux imaginer que d'un coup elle meurt sur place et tout dans les bras de Brooke. Enfin, tu peux. Alors là, les gars, Oda vient de créer une immense porte ouverte à faire un moment entre Shirou et Brooke absolument terrible, quoi. Voilà. Et là, il a ouvert, voilà, il a ouvert la porte à ce qu'à la fin. Si gère bien le truc, on est de l'émotion parce que Brooke va se retrouver avec cette petite princesse qu'on voit toute innocente dans le chapitre, dans les prochaines pages, lui proposer de devenir sa femme et tout, fait, tu vois, avec toute l'innocence des enfants, on pourrait la... C'est franchement... Non, franchement, je pense que Oda, s'il merde pas, il peut faire quelque chose de très fort et en n'ayant pas besoin de grand chose, honnêtement. Mais c'est trop cool parce que du coup, voir l'équipage parler, voir l'équipage statuer, ça c'est bien, ça c'est bien. Moi, ça je suis content. Je suis content de voir les Mugiwara parler. On a beau être beaucoup plus puissant, il faut réfléchir. Et c'est cool d'avoir Jinmei toujours dans cette... Non, il a toujours été comme ça, quelqu'un de très sage, dire et non, mais là on va être dans une impasse, Brooke, alors il faut statuer, et là s'ouvre le flashback de Brooke. Et là, eh ben moi, je sais ce que je disais dans la réaction live, à la fin, je peux comprendre. Attendez un petit peu de thé parce que ça fait du bien. Je peux comprendre que des gens, ça vous fasse chier, parce que vous êtes dans une tension avec Himu, avec Luffy, avec Loki, qui vous font vraiment kiffer. Et alors effectivement, c'est vrai que ça arrive encore au milieu de détention. Ça c'est le truc d'Oda. Ça c'est vrai que c'est vraiment son truc, c'est de nous foutre des flashbacks. Néanmoins, attention. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel qu'a ces flashbacks. Personnellement, moi je suis grave fan. Moi j'adore quand Oda construit ses personnages, j'adore quand il construit son univers parce que je trouve que c'est vraiment sa force et la richesse de One Piece. Je ne lis pas One Piece comme un shonen classique où effectivement si ça avait été un shonen classique à la Dragon Ball, on aurait eu 15 chapitres de suite avec que du combat à la Himu contre Loki, Luffy qui arrive de la passe d'armes, Ragnar qui arrive bam bim bam bam, et ça aurait été tout autant exceptionnel parce que, mais c'est juste que One Piece c'est pas ça. Et du coup moi j'ai pas cette frustration, mais du coup là effectivement
Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent putain, pour le flashback de Brooke, tu nous fous ça là. Est-ce que t'aurais pas pu foutre ça plus tôt, avant qu'on ait les confrontations avec Imu et Loki? Comme ça, une fois qu'on rentre avec Imu et Loki, tu le coupes plus et on y va. Tu nous fous le full fan service, full fight et tout. On a passé l'émotion, tu vois. Je peux l'entendre. Mais moi, excusez-moi, je suis pas déçu d'avoir le flashback de Brooke. Je suis content qu'il arrive. Je trouve en plus qu'il est trop cool. Je trouve les dessins sont encore une fois super. Je trouve qu'il est chic. Je trouve qu'il est classe. Je trouve qu'il a une super gueule avec ses 20 ans. Il est là à chanter le bon robe de Binks avec cette petite princesse Shuri. C'est trop cool. Et encore une fois, pourquoi je vous dis que Oda peut nous amener à créer beaucoup d'émotions avec cette relation entre les deux, c'est parce que regardez cette petite, comment elle est dépeinte, cette petite princesse de 7 ans. Elle est toute humaine avec ses deux yeux, on comprend pas trop, elle a un œil, les deux yeux ne sont pas du tout pareils, mais elle est toute mimi quoi. Donc tu vois, ça fait chier parce que tu te dis, ben voilà, c'est tout. En fait, ce qui est beau là, c'est que dans l'écriture, Oda nous dépeint une enfant qui est toute l'innocence d'un enfant. Un enfant, elle est innocente, tu vois, c'est tout ce qu'elle dégage, c'est d'innocence quoi. Et en fait, qui va être complètement torturée et détruite par Marie-Joise en fait. Quand tu vois ce qui est devenu Genko en fait, ce qui est devenu Shuri, tu vois. Alors derrière, le roi du royaume d'Esperia, le roi Louvain. Qu'est-ce que c'est que ce Chara Design, mon cher Oda? T'avais envie. D'ailleurs, en parlant de Chara Design, le Chara Design de l'île d'Esperia est magnifique. Hein. Moi, j'adore ce côté, on dirait un petit peu un flanc à plusieurs étages, mais surtout avec. Non, mais c'est magnifique. Ça me fait presque un peu penser à l'île du film de Uta, du film Red, je trouve, parce que bon, c'est juste, j'extrapole, mais c'est comme c'était aussi une île musicale. Là, c'est trop chouette, là, avec cette harpe. Je l'ai dit lors de la réaction live, mais je trouve l'île vraiment belle, quoi. Je pense qu'elle va être vraiment être belle cette île. Non, et puis ce Brooke qui tous les matins il est là à jouer de la musique avec les gens qui ont pas dessoulé et tout, entre ceux qui adorent et ceux qui veulent lui péter la gueule, putain. Non, mais voilà, ils sont trop mimi. Oda, par la plastique, nous rappelle, souvenez-vous, il nous avait déjà en fait dépeint ce moment où il marche avec Shuri, vous savez, sur le rebord. Il nous l'avait déjà, entre guillemets, montré ce moment il y a quelques chapitres. Et Brooke est trop beau, quoi. En tant que capitaine de l'unité d'assaut de la garde royale du royaume d'Esperia, il est trop classe, quoi. Il est trop beau, quoi. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui a amené Brooke à prendre la mer en tant que pirate, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hâte de savoir aussi quelle est plus particulièrement sa relation avec le roi Louvain, parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je pense que c'est peut-être vraiment. En fait, le truc c'est qu'ils se ressemblent pas, je trouve. Ils se ressemblent pas du tout. Du coup, il l'appelle frérot, mais est-ce qu'en fait, c'est un frérot amical? Est-ce que c'est, tu vois, comment considérer? En fait, je trouve que ce chapitre ne clarifie pas bien comment il faut considérer la relation entre le roi et le Brooke, parce que on peut prendre le frérot de plusieurs sens. C'est frérot dans le sens c'est son frère, et dans ce cas-là, Brooke est le prince du royaume d'Esperia, en plus d'être le chef de la garde, et ce qui expliquerait son statut aussi élevé, et du coup qu'il puisse autant parler de la reine en disant qu'il est amoureux de Candle, autant taquiner aussi Shuri, et expliquer que le roi en mode tu risques de rejeter ma fille et tout machin. Alors effectivement, moi le truc que j'apprécie pas, c'est que si c'est le cas et que vraiment il y a un petit côté malsain où ça reste quand même une blague autour d'une nièce, un oncle et le père, quoi. Mais en fait, si on le prend juste dans le côté comme c'est dépeint, c'est-à-dire que si vraiment c'est son oncle et que tu vois c'est juste l'innocence de la petite qui dit eh ben écoute, si maman elle veut pas toi, ben moi tonton je veux bien que tu te maries avec moi. Et en fait, je le répète, mais ça plein de fois ça arrive, les enfants ou les filles qui disent je vais me marier avec papa, ou les filles les fils qui disent je vais me marier avec maman, tu vois, machin. En fait, là, dans ce cas-là, c'est pas choquant et c'est rigolo parce qu'encore une fois, ça dépeindrait un moment de famille entre les trois, et du coup, ça serait encore plus déchirant si c'est réellement sa nièce. Tu vois, ça rendrait
ça rendrait le truc encore plus déchirant. Moi, je pense pas par... Et comme il y a si peu de ressemblances, je pense qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et qu'en fait, juste, il y a la possibilité que Brooke s'entende juste super bien avec son roi, quoi. Et que le frérot, c'est dans le sens amical, quoi. Maintenant, même j'imaginais au fait que potentiellement, Brooke ait grandi pote avec Louvain quand il n'était pas encore roi, mais qu'il était prince. Mais le truc, c'est que même en la gueule... en fait ça colle pas, c'est-à-dire que il serait Louvain est beaucoup plus vieux que lui, quoi, ça se voit, quoi. Et même par rapport aux âges, comme il a que 13 ans de plus, tu vois, ça voudrait dire que s'ils avaient le même âge, Louvain et Brooke, il aurait eu avec... tu vois, ça ne colle pas. Donc voilà, il y a des trucs, voilà. Pourquoi Brooke peut... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Brooke c'est le vrai frère, il faut le prendre dans ce sens-là? Est-ce que c'est juste quelqu'un de très proche de son roi qui peut le taquiner et qui a ses petits passe-rois que le roi tolère? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment le considérer comme Brooke. C'est voilà. C'était un ami de Candlepe. C'était avec elle, comme c'est dépeint à la fin du chapitre, les deux stars montantes de l'île, et que Candle est devenue reine. Brooke s'est résigné en gardant tout son amour qui est, comme il dit l'amour c'est la liberté. Et en même temps, cette phrase, moi, elle me fait penser énormément à Kuma. Pourquoi? Alors là, vous allez dire, wow, le mec, il nous fait des parallèles. Non, c'est juste que quand Brooke dit l'amour c'est la liberté, j'aimerais juste vous rappeler que quand on était à Egghead, Kuma, le fait qu'il puisse venir fracasser Saturne pour sauver Bonnie, Vegapunk ne se l'expliquait pas. Et en fait, on a vachement, et je vous jure, reprenez tous vos souvenirs, on a vachement ce côté-là, sur le côté l'amour, la force de l'amour et de l'affection, dernièrement. Et c'est trop cool. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on ne sait pas encore de quoi parler Vegapunk, mais Vegapunk, quand il a vu ça se passer avec Kuma, il a dit « Ah putain, les bucaniers, ils ont une spécificité. » On ne sait pas ce que c'est, mais voilà. On a encore ce rappel par un autre personnage, ici Brooke, que l'amour, c'est une forme de liberté, c'est une forme de force. Et moi, ça me fait penser à Kuma, qui est par amour pour sa fille, a complètement outrepassé tout le formatage qu'avait fait Vegapunk. Et je trouve ça génial que Oda nous construise ça, parce que, bah oui, putain, aimons-nous les gars, merde. On est vraiment une espèce de merde, voilà. Les humains, on est trop cons. Hein. On pourrait tous s'aimer, être tranquille, prendre soin de l'autre, l'un et l'autre, et non, il faut toujours qu'il y ait des gens qui fassent chier, voilà. Bon, derrière, bon, ben c'est trop cool, le côté humoristique, moi ça marche très bien. Derrière, eh ben, on apprend que la mafia a débarqué sur l'île pour capturer la reine. Et ce qui est très drôle, c'est que Brooke, en full détente, est en mode « Tiens, c'est vrai que je les ai croisés ce matin, ceux-là. » Et alors, est-ce que on peut s'imaginer... Alors, il n'y a pas qu'une seule mafia dans notre monde réel, donc potentiellement... Faire le lien entre Gang BG et cette famille de mafioso n'a peut-être pas de sens, étant donné qu'il y a peut-être plusieurs mafias aussi dans One Piece. Mais c'est vrai que forcément, on pense à Gang BG, forcément quand on les voit. Après, si c'est le style des mafiosos dans One Piece, bon. Mais forcément, on y pense. Mais derrière, qu'est-ce que c'est classe? Qu'est-ce que c'est classe de les voir tous ces mafieux, ces salopards. D'ailleurs, c'est pour ça, un petit clin d'œil à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de mort dans One Piece. Hein, vous avez littéralement un mec qui se fait abattre dans ce chapitre de sang-froid pour avoir juste dit à la reine de ne pas sortir. Mais enfin, bon, vraiment, les gars, non, bref. Ça c'est j'ai une hate en fait pour les gens qui ont cette take désastreuse contre One Piece, je pense que vous l'avez compris. Donc c'est trop cool de voir qu'elle était au théâtre et qu'il attendait dehors, sauf qu'en fait, eh ben non. Le grand Brooke rassure tout de suite son bon roi. Ne vous inquiétez pas, elle est très forte. Et puis surtout, je m'en suis déjà occupé. Et qu'est-ce que c'est classe! Qu'est-ce qu'il est classe avec toute l'insouciance de sa jeunesse. Et ce visage, il est magnifique, ce Brooke. Mais ils ne le savent pas déjà. Mais ils sont déjà morts. Et là, tu les vois tous se faire abattre. C'est excellent, c'est excellent. Et c'est là où on se rend compte de la malice du Song Slash et de à quel point c'est une technique de fou furieux, quoi. C'est une technique de fou furieux, gros. Et si Brooke, et c'est là que je me dis, imaginez
si Brook avait été un agent du Cypher Pole avec cette technique, les gars. Tu imagines? Ça veut dire que, je vous prends l'exemple de Luffy. Luffy, à l'époque de Water 7, c'est juste un homme caoutchouc. Sa plus grosse faiblesse, c'est les lames. Si Brook avait été un agent du Cypher Pole en train de bosser sur un bateau, il aurait pu le Song Slash et le tuer frame 1. Fin de l'histoire. C'est trop fort, je vous jure, c'est trop fort. La technique du Song Slash, c'est absolument pété. C'est pété. Et qu'est-ce qu'elle est forte, et qu'est-ce qu'il est... Alors, Brook, et franchement, hein, qu'est-ce qu'il est classe, putain, qu'est-ce qu'il... Non, franchement. Et alors la reine Candelle, par contre... Je comprends mieux, mon petit Brook, hein, je comprends mieux. Non, elle est magnifique. Magnifique, le chara design de la reine Candelle, magnifique. Et d'ailleurs, on a vachement ce côté, dans les tenues qui font très mousquetaire, ou... tout comme quand on avait vu Shamrock, vous savez, et Shanks... sur Marie-Joie, c'est des tenues très classe, très chic, très mousquetaire, très à la française. Donc c'est très très classe, c'est très très beau. On voit d'ailleurs que elle aussi, même en étant reine, elle porte une épée à sa ceinture. Mais elle est vraiment très 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 belle. Et c'est trop cool parce que voilà. Le narrateur nous le dit déjà, mais voilà, c'était l'époque où le pays est en paix. Vous avez vu comment ça se passe quand le pays est en paix. C'est-à-dire que Brook est le capitaine, il arrive à décimer des menaces solo, tu vois, en n'étant même pas sur place, juste en ayant croisé les mecs la veille. La reine Candelle est magnifique, la reine Shuri est plein d'innocence et plein d'amour. Le roi et Brook se taquinent, tout va bien. Brook casse les pieds à tout le monde le matin en chantant, mais on sait que la princesse Shuri va devoir partir pour Marie-Joise. On sait que Brook va prendre la mer. On sait que ça va partir en cacahuète. Et ça, on le découvrira sûrement la semaine prochaine ou dans les prochains chapitres. Et moi, je suis désolé, c'est un grand oui. Le personnage de Brook, je trouve que c'est trop cool de l'approfondir. Moi, vous le savez, je suis pour qu'on ait les histoires des Mugi. C'était l'un de ceux qui nous manquait. Donc c'est trop chouette, et surtout, bah, encore une fois, moi ça marche, sur moi ça fonctionne quoi. Mais encore une fois, je peux comprendre que pour des gens, ce ne soit pas le bon moment pour placer ce flashback, et je peux l'entendre. Je n'ai aucun souci à ceux qui porteront cette critique de dire pourquoi il n'a pas mis le flashback avant de nous mettre Imu contre Loki et Luffy. Parce que ça coupe l'attention, parce que ça coupe l'intensité, parce que ça coupe un moment de combat. Je peux l'entendre et je peux comprendre. Les amis, c'est la fin de cette réaction live et de cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de mon analyse, de ce chapitre. Le petit pouce bleu, les commentaires, je vous mets de quoi vous abonner par ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour un prochain chapitre. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, bye bye!